Et ça devrait marcher, ça marche. Très bien, donc bienvenue à tous comme d'habitude, et sur ce même plateau. Et nous allons continuer, on va essayer de voir toujours le Chittamatra. Et j'ai essayé de trouver des infos dans ce petit livre de Kunkian Jamyang Shepa. C'est le top du top du top des écoles philosophiques. Il n'y a pas plus extensif. Ça s'appelle Maps of the Profound. Ah, il y a un petit bruit écho. Il y a un petit bruit écho. Et donc, vraiment, Kunkian Jamyang Shepa, enfin, c'est magnifique. Et donc, il donne quelques réponses par rapport à la question de Dominique. Est-ce que ce sont des graines karmiques ou pas? Et il y a un commentaire aussi qui s'appelle Bouddhiste Philosophie, qui est vraiment très bien. J'aurais dû le prendre aussi pour vous le montrer. Bouddhiste Philosophie, il est vraiment très bien. C'est un commentaire d'un autre, fait par un autre maître de ce texte racine de Kunkian Jamyang Shepa. Et dans, dans une note, il y a un bruit écho de chez Bruno, ouais, ça vient de chez Bruno. C'est le voisin qui travaille dans son jardin. Alors j'ai fermé la fenêtre, peut-être que ça ira mieux. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, dans Bouddhiste Philosophie, il parle de graines karmiques, c'est littéral. Et en effet, ici, Jamyang Shepa, vers les pages 437, 430, oui, 435, 437, donne aussi des différentes divisions de ces graines. Il y a des graines communes, des graines individuelles, etc., etc. Et en général, en effet, ça a l'air d'être des graines karmiques, sauf bien sûr la graine de la saisie du soi, parce que la saisie du soi, normalement, c'est une affliction, hein, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, les graines des afflictions ne sont nécessairement pas des graines de karma, des graines karmiques. Ouais. Donc, à part ça, bon, ils disent que voilà, il y a des réponses aussi dans la suite du texte de Geshe Dreyfus par rapport au comment ça se passe, comment est-ce que des graines germent avant les autres, etc. Donc il semble que ce soit un mélange, hein, comme d'habitude, hein, c'est toujours un mélange de causes et conditions. Il y a les afflictions qui sont là, il y a aussi le continuum des autres êtres, et certainement leur karma à eux aussi, qui conditionnent tout ce qui se manifeste dans notre conscience. Ouais, Mhm. ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Oui, Très Et bien. est-ce que, Dominique et Bernard, vous avez regardé dans ce transcrit des écoles philosophiques de Ouais. Geshe Dreyfus? Non, on n'a pas eu le temps parce que on a quelques révisions. Ah bon? Mais vous ne faites que ça aussi. Oui, c'est tout. On fait que ça. Oui, ça c'est Ouais, sûr. ah, c'est génial. Il n'y a pas de meilleure façon de tirer bénéfice de cette précieuse existence humaine que de faire ce qu'on fait avec le Dharma. C'est magnifique. Ouais. Très bien. Maintenant qu'on s'est reboosté, on va essayer de continuer. Et donc, on est. Où est-ce qu'on est? Vous vous souvenez où est-ce qu'on était? Dans la page 116-117, je crois, Ah, mais super. Excellent. Ah oui, en effet, on avait parlé. Est-ce qu'on avait évoqué la vacuité de la conscience ou pas? Non. Non? Ok, donc c'est en bas de la page 116, en effet. Ça, c'est très important aussi. Il y a un étudiant qui dit, comment est-ce que les Yogacaras, donc les Chittamatrins, parlent-ils de la vacuité de la conscience? Parce que si on lit les étapes de la méditation de Acharya Kamalashila, par exemple, c'est traduit en français d'ailleurs, les étapes de la méditation, on voit que lui, en effet, il réfute l'existence des objets extérieurs, mais il réfute l'existence véritable de la conscience. Donc c'est là où on peut voir qu'il n'est pas du tout Chittamatrin, il est Yogacara, soit Tantrika. Mhm. Donc c'est là où on voit des différences. Les Chittamatrins vont dire aussi que la conscience possède une vacuité, bien sûr, elle a une vacuité, mais ça ne va pas être la même vacuité que chez les Madhyamika. Donc c'est ce qu'on va voir dans la réponse. La conscience est vide parce qu'elle n'existe pas séparée de son objet. Exactement comme les objets n'existent pas séparés de la conscience. Ouais. La vacuité de la conscience pour les Yogacaras est la même chose que la vacuité de l'objet. C'est une absence de dualité qui va aussi bien pour l'objet perçu que pour le sujet percevant. Comment expliquer la vacuité? La vacuité du sujet percevant est l'absence de dualité entre le sujet percevant et l'objet perçu. La vacuité de l'objet perçu est l'absence de dualité entre l'objet perçu et le sujet percevant. Ouais, ça vous parle? Ah oui, là ça va.
Là, ça va. Ça veut dire que c'est toujours la même non-dualité. Ouais. Ouais, c'est toujours la même non-dualité. Vu que la conscience et l'objet qu'elle appréhende naissent en même temps, l'objet n'existe pas à l'extérieur de la conscience, et donc forcément, la conscience n'existe pas séparée de son objet. Très bien. Donc c'est la même vacuité. Parce qu'au fond, c'est le même objet. Il n'y a pas de séparation entre la conscience et l'objet de la conscience. C'est ça. Donc il prend un exemple. Je perçois le micro. La vacuité de la perception de ce micro est la même que celle du micro perçu. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que d'un seul objet, c'est-à-dire un aspect qui se manifeste à la conscience. L'émergence. Voilà, l'aspect appréhendé, l'aspect appréhendant. Et donc, il y a comme une pièce de monnaie avec la face face et la face pile. Mais c'est toujours la même pièce de monnaie, ouais. Mhm. Donc, c'est un phénomène unique, on pourrait dire, un phénomène 1, avec différents aspects. Aspect appréhendé et aspect appréhendant. Mm. Ouais, très bien. Oui. Ok. Donc, ok, parce qu'en réalité, il ne s'agit que d'un seul objet, il n'y a qu'une seule entité, une seule substance. C'est un sujet percevant qui projette un objet perçu. Voilà, exactement. On pourrait dire, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est la graine qui projette l'objet perçu et l'objet percevant en même temps, et le sujet percevant en même temps. Ouais. Ok. Comme en réalité, il n'y a qu'un objet, la nature profonde de ces objets, qui ne sont qu'en apparence séparés, cette nature profonde est identique, c'est la même vacuité. Mais évidemment, ce n'est pas la même vacuité entre le sujet qui perçoit le micro et le sujet qui entend les sons. Il y a différents sujets percepteurs ou percevants, et à ces différents sujets percevant avec un S, j'imagine, correspondent différents objets perçus. La vacuité de l'objet perçu est la même que la vacuité de son sujet percevant. Il y a une multiplicité de sujets percevants, plusieurs consciences, visuelles, auditives, olfactives, etc. Et à cette multiplicité de sujets percevants correspond une multiplicité de vacuités, forcément. Mhm. Ouais. Comme pour les autres écoles marianistes, en fait. Hein. Il y a la vacuité de cette table, la vacuité d'une autre table, la vacuité d'une personne, etc., etc. Ouais. Ok. Donc, il y a une multiplicité de sujets percevants et à cette multiplicité de sujets percevants correspond une multiplicité de vacuités. Ce n'est pas la conscience une. Ce sont les consciences de tous les objets et les sujets de ces consciences sont au fond identiques à ces consciences. Voilà, identiques à ces consciences, ça veut dire que les objets n'existent pas à l'extérieur de la conscience. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. Ouais. Donc, la vacuité de l'objet et la vacuité de la conscience. Ouais, jusqu'à maintenant, ça devrait le faire. Ok. Donc, on va essayer d'avancer parce que après, je crois, vendredi prochain, il devrait y avoir pas mal de débats intéressants par rapport à l'existence ultime, etc. Très bien. Et donc là, il y a une question d'un étudiant qui dit, on ne sait pas ce qu'il dit parce que c'est inaudible. Voilà. Et donc, il est certainement qui doit poser la question, est-ce qu'il y a un résidu ou pas? On peut le deviner. Donc la réponse, il y a toujours un résidu. S'il n'y avait pas de résidu, il n'y aurait rien du tout. Donc, il y a toujours quelque chose qui demeure après la négation. Simplement, ce que l'on dit chez les Prasangika, donc une école supérieure, l'école qui est le top du top, c'est que la vacuité est une négation non affirmative, ouais, un négatif non affirmatif. Mm. Est-ce que vous voyez de quoi ça parle? Bah, Ouais. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est une négation non affirmative? bah oui, enfin oui. Oui. Ouais. Sans réfléchir, pardon. Ok. Je suis perturbée, j'ai plein d'ouvriers autour de ma maison qui font un boucan monstre. Ah bon, toi aussi? Oui, donc désolée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les travaux? Oui, on a agrandi la maison. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Bon, c'est un petit peu comme dans la soupe aux choux, en fait. C'est ça. Oui. Les travaux autour de la maison, etc. Bon. Ok, très bien.
Bon, alors ça veut dire que tu vas déménager à Lavore pour étudier le master's programme toi aussi ou pas? Ça serait cool. J'aimerais, oui. Ok. Donc une négation non affirmative, qu'est-ce que c'est alors? C'est une négation d'un objet et ne met rien à la place de Rien cet objet. à la place de sa négation. Voilà, par exemple, si on prend des exemples. Par exemple, il n'y a pas de téléphone sur cette table. Ok. Ça, c'est une négation non affirmative. Il n'y a pas de téléphone sur cette table, mais il y a un verre de café. Oui, très bien. Donc si on dit il n'y a pas l'absence de téléphone sur la table, ouais. Hmm. Est-ce que la table est affirmée en lieu et place du téléphone ou pas? Ah non. Non. Non? La table est affirmée, évidemment. Oui, elle est affirmée. Mais pas en lieu et place du téléphone. Pas en lieu et place du téléphone, ouais. Mm. Ça marche pour tout le monde? C'est-à-dire qu'on situe en effet l'absence pure et simple de téléphone, on la situe sur la table. Mais la table n'est pas affirmée en lieu et place du téléphone qui est nié, ouais? Mhm. Très bien. Donc ça, c'est fondamental pour les écoles marianistes et surtout pour le Prasangika. Il faut que la vacuité soit une négation non affirmative. Il faut que ce soit une simple ablation. Ouais? Une ablation, c'est on enlève un truc. Ouais? On ne rajoute rien à la place, on enlève juste le truc. Alors pourquoi est-ce qu'il faut une négation non affirmative? Parce que si on affirmait quelque chose, il faudrait encore affirmer la vacuité de ce quelque chose. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. On sait que ce n'est pas une existence inhérente, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas vide. C'est pas rien. Voilà. Voilà, c'est pas rien. Oui, comme ça, on est tranquille. Une interdépendance subtile qui est vide d'existence inhérente. Voilà. Oui, ok. Oui, parce que si on dit une interdépendance subtile qui est vide d'existence inhérente, là, on a une négation affirmative, non? Non, mais voilà, mais l'interdépendance subtile, on ne sait pas la définir, on ne sait pas si elle, on ne sait rien. Voilà, il n'y a pas d'existence inhérente. Point barre. Voilà. Donc il faut une négation. Pourquoi il faut une négation? Parce que notre saisie d'un soi, c'est une surimposition. C'est une réalité augmentée. Ouais. Mm. Comme quand vous avez un smartphone et que vous essayez de voir si un meuble va dans votre salon, etc., etc. Vous augmentez le meuble dans votre salon sur la photo du salon. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de voir ça à la télé ou ouais? Ok. Une réalité augmentée. Eh ben, c'est ça une réalité augmentée, l'ignorance, on saisit un soi, d'une école à l'autre ça va varier, mais c'est toujours une surimposition d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut supprimer cela, il faut faire une ablation, il faut enlever cette surimposition. Donc c'est pourquoi il faut une négation. Ouais, on est d'accord? Oui. Ok, très bien. Et donc, il faut une négation non affirmative, surtout chez les Prasangika, bien sûr on verra le chapitre qui suivra hein, pour le Prasangika. Mais là, juste pour dire qu'en effet, si la vacuité est une négation affirmative pour les prasangika, on n'enlèverait pas totalement la surimposition. On pourrait saisir ce qui est affirmé. Mhm. On Oui. pourrait saisir l'existence inhérente de ce qui est affirmé. On Ouais, ajoute des concepts, oui. ouais, exactement. Alors, bien sûr que la vacuité, la simple absence d'existence inhérente, peut être réifiée aussi. On peut surimposer une existence inhérente à l'absence d'existence inhérente si on confond existence ultime et vérité ultime, par exemple. Ouais. Ça, il n'empêche que ça puisse arriver. C'est pourquoi on a besoin ensuite de réaliser la vacuité de la vacuité. Mais ça, Mhm. on le verra par la suite. Ok, très bien. Donc c'est un point important, cette négation non affirmative. Cela veut dire que lorsqu'on perçoit la vacuité, on ne perçoit rien d'autre. Il n'y a rien qui demeure devant la conscience, il n'y a rien d'autre que la vacuité. Ce n'est qu'après l'expérience de la vacuité, lorsqu'on sort de cette expérience, que l'on constate qu'il y a un résidu, qu'il reste quelque chose qui n'existe que de façon conventionnelle. Ouais, Ouais. ça c'est fondamental pour les prasangika. C'est-à-dire que pour réaliser qu'une vérité conventionnelle est une vérité conventionnelle, simplement conventionnelle, nominale, etc., La il faut vérité. avoir d'abord réfuté l'existence ultime. Ouais, Ouais. ouais, ça vous parle? Bah oui. Bravo, excellent. Ça c'est magnifique.
Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très important. Donc, chez les Yogacara, il est moins clair que la vacuité soit un négatif non affirmatif. Il y a des débats. Il y a des débats. Il y en a, il y en a. La majorité des auteurs Gelugpa pensent que la vacuité chez les Yogacara est une négation non affirmative. Et il se base sur un des meilleurs textes de la Tsongkhapa, le Lekshen Nyingpo. Magnifique texte. Magnifique texte. Qu'on trouve traduit. Alors, je crois qu'il y a peut-être une nouvelle traduction qui existe maintenant, il faudrait vérifier. Ça doit valoir la peine de s'y pencher. Mais l'ancienne traduction de Robert Thoman, ça s'appelle The Central Philosophy of Tibet. Et Oui. donc, c'est la traduction du Lekshen Nyingpo, l'essence de l'éloquence de la Tsongkhapa, qui est magnifique, qui fait justement cette distinction entre les sutras du Bouddha qui sont interprétables, pas interprétatifs, mais interprétables. Donc, au passif, il faut qu'ils soient interprétés, ils doivent être interprétés. Et les sutras définitifs, ceux qu'on doit prendre vraiment comme support pour réaliser l'ultime, etc. Et donc, il y a bien sûr, chaque grand maître du passé en Inde va faire ses propres distinctions. Arya Nagarjuna va s'appuyer sur l'Akshayamati Nirdesha Sutra pour dire, voilà, les vérités ultimes sont le sujet principal des sutras définitifs. Et les vérités conventionnelles sont les sujets principaux des sutras interprétables. Et Arya Asanga va faire autre chose, il va exprimer autre chose. Ouais. C'est pour ça qu'à sa suite, il y a eu les Chittamatras qui suivent les écritures. Ce sont ceux qui s'appuient sur les traités de Arya Asanga. Donc lui, il fait une autre herméneutique, il fait une autre division parmi ces sutras interprétables et définitifs. Et donc la Tsongkhapa vient avec le Lekshen Nyingpo et il explique qu'en fait, ce que enseigne Arya Asanga est à nouveau interprétable. Il faut suivre plutôt le point de vue de Arya Nagarjuna. Ouais, donc il y a beaucoup de débats, il faut vraiment comprendre la logique bouddhiste pour pouvoir entrer dans ce type de texte. C'est très compliqué si on n'a pas... c'est un texte très très dense. Et il y a un texte qui fait suite à celui-ci de son disciple principal, Kerubje, qui s'appelle le Tongtun Chenmo, et qui est traduit en anglais aussi, qui s'appelle A Dose of Emptiness. Ouais. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle A Dose of Emptiness, une dose de vacuité. Dose de vacuité. Ouais, c'est magnifique, magnifique. C'est un texte incroyable, vraiment exceptionnel, donc qui explique les premières écoles philosophiques et ensuite, bien sûr, va commencer à s'attaquer surtout au Chittamatra et ensuite va expliquer les différences, soit Tantrika, Madhyamika, exactement comme faisait déjà la Tsongkhapa dans le Lekshen Nyingpo. Mais je trouve que celui de Kerubje est plus facile à lire. Il est plus facile à lire. Peut-être la traduction de Cabezon est peut-être plus facile à lire aussi. C'est peut-être une traduction plus fluide avec un vocabulaire qu'on a plus l'habitude de voir. Mais en tout cas, c'est incroyable. Ce sont des génies. Ce sont des génies, ces maîtres. Quand on voit les raisonnements qui sous-tendent leur traité, et c'est magnifique, ça inspire énormément. Ça suscite l'admiration. C'est incroyable. Ok, donc là c'était une digression, c'était pour présenter un petit peu le Lekshen Nyingpo qui lui justement fait la différence entre voilà, quels sont les sutras interprétables et les sutras définitifs. Ouais. Ok. Donc là, ce titre-là, l'essence des bons enseignements ou l'essence de l'éloquence, ouais, Lekshe, Lekparcheba en tibétain. Ok, dans ce texte, la Tsongkhapa compare la vacuité à l'espace. Donc du point de vue des Chittamatras. Il dit, de même que l'espace est la simple négation d'un obstacle, la vacuité est la simple négation du soi des phénomènes. Ouais. Ok, on pourrait dire du soi des personnes aussi, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit une simple négation. Ouais, l'espace est une simple négation, vous êtes d'accord? Oui, négation d'obstruction. Ouais, simple négation de contact obstructif, ouais. Très bien. La vacuité est une simple négation aussi, ouais. Ok. C'est pourquoi, quand on parle des états méditatifs, etc., on a ces deux stades, la méditation en tant que telle sur la vacuité et la post-méditation. Ouais. Donc on dit que la méditation sur la vacuité, c'est une méditation semblable à l'espace.
ça veut dire qu'on est sur une simple absence et rien d'autre. C'est pourquoi on prend l'exemple de l'espace, qui lui-même est aussi une simple négation. Ouais. Mhm. Et quand on sort de cette absorption, on est dans la post-méditation semblable à l'illusion, un spectacle de magie, etc., etc. Ok, très bien. Donc si Lama Tsongkhapa lui-même dit que du point de vue des Chittamatrins, la vacuité c'est comme l'espace, c'est une simple négation d'un soi des phénomènes, dans ce cas-là, ça doit être une négation non affirmative. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Donc ici, on parle évidemment de la vacuité du point de vue du non-soi des phénomènes. Donc la vacuité n'est que la négation du soi des phénomènes, et cela implique que la vacuité est un négatif non affirmatif, une négation non affirmative. Néanmoins, certains auteurs Gelugpa pensent que ce n'est pas le cas, et que la vacuité chez les Yogacara est un négatif affirmatif qui implique la conscience. En effet, on pourrait être tenté de comprendre ça. On pourrait être tenté de comprendre ça, surtout si on prend le point de vue similaire au Chittamatra qui va être pris ensuite dans le Dzogchen, par exemple, dans la grande perfection. C'est ce que dit Sassante dans différents textes, dans Méditation sur l'esprit, dans The Gelugpa Tradition of Mahamudra, etc. Donc il dit que du point de vue du Dzogchen, la vacuité est une négation affirmative. Pourquoi? Parce que ça implique surtout la conscience. C'est la vacuité de la conscience, en fait. Elles sont vraiment indissociables. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est affirmé, la conscience, ou Rilpa en l'occurrence, la conscience, et la négation qui va avec. Donc, il y a une affirmation, la conscience, et la négation qui va avec. Donc, c'est une négation affirmative. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. OK. Et chez les Chittamatrins, on pourrait l'interpréter comme ça. Certains disent que le Chittamatra, c'était le début, le précurseur du Shentong. Ouais. Le Shentong, c'est la vacuité d'altérité. Ouais. Ce n'est pas la vacuité de soi, c'est la vacuité d'altérité, le Shentong. Et il y a un Shentong qui est accepté, un Shentong qui n'est pas accepté. C'est ce que disait Digo Khyentse Rinpoche à sa sainteté Dalai Lama. Ça, on peut le retrouver dans Dzogchen, l'essence du cœur de la grande perfection. À un moment donné, sa sainteté cite Digo Khyentse Rinpoche qui lui disait qu'il y a un Shentong acceptable et un Shentong qui n'est pas du tout accepté, qui est réfuté en long, en large et en travers. Donc une vacuité d'altérité. Et donc là, c'est plutôt difficile de dire est-ce que les Chittamatrins avaient une vue Shentong qui était acceptable ou pas. Ouais, ça mériterait d'être fouillé, d'être creusé. Mais en effet, si on dit que la vacuité du point de vue du Chittamatra, c'est la conscience qui est dénuée de phénomènes extérieurs, qui est vide de phénomènes extérieurs, on a une négation affirmative, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Si on dit que du point de vue de Chittamatra, la vacuité, c'est l'absence de dualité entre les objets et la conscience, c'est une négation Non, non non. affirmative. Ouais. Donc ça dépend comment on formule les choses, tout simplement. Mhm. Ouais. Mm. Ok. Très bien. Donc je pense qu'il y reviendra parce que c'est vraiment fondamental, surtout pour le Madhyamaka. Ouais. Ok. Implique la conscience. Quoi qu'il en soit, c'est moins important chez les Yogacara que chez les Madhyamika. Chez les Madhyamika, le fait que la vacuité soit une négation non affirmative est essentiel. C'est pour eux un point capital sans lequel tout le système s'écroule. Parce que, comme on l'a dit, si on n'est pas capable d'enlever, de faire cette ablation d'une surimposition, d'une réification, d'une solidification, à ce moment-là, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ouais. Si on laisse comment dire, si on laisse la place pour la moindre solidification ou saisie d'existence en soi, ben on loupe son coup, tout simplement. Donc chez les Yogacara, il n'en est pas de même, car si on analyse les phénomènes et que l'on continue cette analyse, on trouve la conscience. En effet, donc la conscience est le point ultime d'aboutissement de l'analyse. La conscience résiste à l'analyse ultime. Ok. Donc on peut voir par exemple dans le Mahayana Sutra Alamkara de Maitreya, et donc qui a été commenté par différents maîtres, qui est vraiment très important du point de vue du Chittamatra. Il est considéré comme un texte du point de vue du Chittamatra, et il y a une strophe, il faudrait que je vérifie laquelle, quel est le numéro de la strophe, qui dit que la conscience est vide d'existence ultime.
Et donc là, ça semble contredire ce que dit ici Geshe-Dreyfus. Mais quand on dit existence ultime, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire existence véritable, existence par ses propres caractéristiques, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, dans ce cas-là, si on l'interprète du point de vue du Chittamatra, le Mahayana Suttaramkara, il faut vraiment voir que vide d'existence ultime, dans ce cas-là, on parle de la non-dualité. On parle de la non-dualité de la conscience et de ses objets, ouais. Parce que là, tous les Chittamatrins vont l'accepter. Ils vont accepter cette non-dualité. Mais ils vont accepter que la conscience a une existence véritable. Ouais. Donc, il y a une existence ultime, là, dans le vocabulaire employé par Geshe-Dreyfus. Ouais. Ok. Très, très bien. Normalement, on en reparlera parce que justement, dans les pages qui suivent, il va faire des correspondances, il va faire des distinctions et des correspondances. Très bien. Donc, la conscience est le point ultime d'aboutissement de l'analyse. La conscience résiste à l'analyse ultime. C'est pour cela que certains auteurs, Gelugpa, pensent que la vacuité n'est pas un négatif non affirmatif, mais un négatif affirmatif qui implique l'esprit. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est pas très grave. Ok. Si cette conscience prend la conscience comme objet, il y a à ce moment-là une dualité qui réapparaît. Ouais, c'est une question d'un étudiant. Et la réponse est non, pas forcément. Si on pense à la conscience de façon conceptuelle, à ce moment, il y a en effet dualité. Ouais, vous êtes d'accord? Un concept est nécessairement dualiste. Ouais. Oui, oui, Ok. Parce que le concept d'une table donne l'apparence d'être une table, mais n'est pas la table. Ouais. oui. Donc il y a une apparence dualiste, une apparence erronée. Ouais. Voilà, ça fonctionne? Oui. Ok, waouh. Magnifique. Ok. Ok, mais chez les Yogacara, il y a l'auto-perception. Ouais, on en avait parlé un petit peu. On avait parlé des 4 types de perception directe chez les Sautrantika. Et donc, les Chittamatrins vont accepter aussi l'autocognition. Ouais. Donc, on ne va pas beaucoup y revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est simplement que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une pièce de monnaie avec le côté pile et le côté face. Ouais. Et donc, quand on a une apparence à l'esprit, c'est un aspect qui se manifeste à l'esprit, engendré par une graine. Et cet aspect a le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est l'objet appréhendé. Et le côté face, c'est la conscience qui appréhende cet objet. Ouais. Donc les deux apparaissent en même temps. On ne peut pas dire que le côté pile d'une pièce apparaisse avant le côté face de la pièce. C'est pas possible. Ouais. Ils apparaissent nécessairement en même temps. Ok, très bien. Et donc cet aspect-là, c'est de ça qu'il s'agit. L'aspect, il y a l'aspect appréhendé. Donc c'est plutôt ce qui se tourne du côté de l'objet. Et l'aspect appréhendant, c'est ce qui se tourne du côté de la conscience. Et cet aspect appréhendant, c'est ça qui va être décrit comme étant l'autocognition. C'est-à-dire que dès l'instant où on voit une table, notre conscience se voit en train de voir la table. Ouais, c'est ça l'autocognition. C'est ce qui explique chez les Chittamatrins comment est-ce qu'on peut avoir le souvenir ultérieur du sujet lui-même. Comment est-ce qu'on peut se souvenir « Ah, mais j'ai vu une table ». Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Très bien. Et cette autocognition est nécessairement non dualiste. Elle observe la conscience qui observe la table d'une manière non dualiste. Il n'y a pas du tout de dualité dans ce cas-là. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Il y a l'autoperception, et l'autoperception perçoit la conscience de façon non duelle. Et de plus, elle perçoit la conscience de façon non erronée. C'est nécessairement une perception directe, l'autocognition. Donc c'est nécessairement une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Et en plus, elle est non dualiste. C'est-à-dire qu'elle perçoit la conscience qui perçoit une table, elle perçoit cette conscience d'une manière non dualiste. Et donc c'est un peu difficile à accepter quand on accepte l'existence véritable. Parce que dans ce cas-là, ça semble vouloir dire qu'une conscience objet et une conscience sujet auraient toutes deux une existence véritable, mais seraient non dualistes. Et donc c'est ce qui est réfuté, bien sûr, chez Shantideva dans le 9e chapitre. Ouais. Ok. Très bien. Et donc l'étudiant dit, est-ce simultané? La réponse, oui. Chaque état de conscience est accompagné d'un facteur auto-perceptif qui perçoit la conscience de façon non duelle. Hein, un peu comme on avait dit, un papier carbone. Dès l'instant où on écrit au-dessus du papier carbone, ça écrit nécessairement en dessous aussi. Ça se fait de manière automatique.
Donc cette perception est non erronée. Tsongkhapa dit que la base même du Yogacara, c'est que les objets extérieurs n'existent pas, mais que la conscience existe. Et non seulement elle existe, mais elle s'auto-établit. Ouais, c'est exactement ce que vont dire les Yogacaras à Shantideva, dans le chapitre 9. La conscience doit s'auto-établir. Parce qu'il faut bien que quelque chose existe réellement, véritablement, etc. Il faut bien se raccrocher à quelque chose dans la réalité. Et donc, c'est la conscience qui établit le fait que l'on perçoive les objets. Et c'est le facteur auto-perceptif de la conscience qui établit la conscience elle-même. Ouais. Ce facteur auto-perceptif de la conscience établit la conscience telle qu'elle existe. Donc, c'est là où on voit, vous vous souvenez, quand on a dit qu'est-ce que ça veut dire même entité et des entités différentes. D'ailleurs, on le reverra ce soir à 19h pour les débats. On va vraiment remettre une couche par rapport à ça parce que c'est fondamental pour comprendre ensuite ces explications un peu plus complexes. Qu'est-ce qui fait chez les Yogacaras que quand on a une conscience qui appréhende une table, qui perçoit une table, en effet, c'est une graine qui germe, comme dans le rêve, et prennent l'exemple du rêve. Pendant le rêve, on a des graines, des potentialités qui naissent dans la conscience et qui génèrent des apparences oniriques. Ok. En même temps que les consciences qui appréhendent ces apparences oniriques. Ok. Et donc, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que quand on perçoit une table, il y a une graine qui a germé, et on a en même temps la table et la conscience qui appréhende la table. Ouais. Et donc, ils disent, ok, les deux sont une même entité. Parce que les deux sont liés, il y a une relation, mais ce n'est pas une relation causale. Et donc, si c'est une relation et que ce n'est pas une relation causale, c'est nécessairement une relation de même entité. Ok. Donc, elles sont reliées par la même entité. Donc, on avait dit que reliées par la même entité, ça veut dire que si l'un cesse, l'autre doit cesser. Ouais. Et en plus de ça, il y a l'avion qui apporte les commissions. Et donc, on a la table et la conscience qui apparaissent en même temps. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Non seulement elles sont reliées par la même entité, mais en plus, elles sont la même entité. Qu'est-ce que ça veut dire être la même entité? Ça veut dire ça apparaît à une perception directe et ça n'apparaît pas séparément. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ça veut dire être une même entité. Et donc, ça apparaît à quoi dans ce cas-là? Eh bien, ça apparaît à l'autocognition. C'est l'autocognition qui se rend compte que la conscience, elle appréhende la conscience directement de manière non dualiste, etc. Elle appréhende cette conscience qui, elle, fait l'objet, fait l'expérience d'un objet. Ouais. Donc, c'est l'autocognition qui est témoin, en fait, du fait que la table et la conscience qui l'appréhendent sont une même entité. Ouais. Oui. Donc cette autocognition, elle semble assez importante pour certains épistémologues bouddhistes. Hein, quand on regarde dans Recognizing Reality aussi, vers la fin, on voit que pour Sakya Pandita, c'est important cette autocognition parce que c'est elle qui présente d'une certaine manière, qui fait les présentations entre la perception et la conscience conceptuelle. Ok. Donc en réalité, il n'y a que la conscience se révélant à elle-même. C'est le point ultime des Yogacaras, c'est l'essence du Yogacara, selon Acharya Dharmakirti et Dignaga. C'est ce que veut dire existence réelle. C'est le phénomène réel par excellence, le phénomène qui s'auto-établit. Et à partir de cette source qui s'auto-établit, on peut tout expliquer. Ouais. Il nous faut un point oméga à partir duquel tout peut commencer. Ouais. Okay, j'aurais tendance à dire un point alpha, mais c'est pas très grave. Okay. Pour les Yogacaras, c'est la conscience qui s'auto-établit, qui se révèle à elle-même et en laquelle toutes les choses qui sont réveillées se résolvent. Ok. Ouais. Et finalement, cette autocognition, ce serait une caractéristique de la conscience pour eux, c'est ça. Mais cette caractéristique est la vérité ultime. Ils vont dire que alors la caractéristique elle-même ne sera pas la vérité ultime, mais aura une existence ultime. Une existence ultime, voilà. C'est la caractéristique qui aurait cette existence ultime. Exactement, tout à fait. Parce que quand on avait vu dans les écoles philosophiques de la Madhya dans sa doxographie, il donnait la définition d'un Chittamatrin, qui est un tenant mahayaniste qui n'accepte pas les phénomènes extérieurs, mais qui considère que l'autocognition a une existence véritable. Ouais. Ouais. Exactement.
Donc l'autocognition en particulier, mais on peut dire toute conscience en fait. Hein. Normalement, la conscience, c'est ça qui est vraiment la source de la réalité pour les yogacaras, pour les chittamatras. Donc en effet, ça doit avoir une existence ultime, une existence véritable. Ouais. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que après, quand on passe au Madhyamaka, on verra qu'il y a les yogacaras, soit tantrika, madhyamika, qui vont considérer. Ok, ça a changé d'apparence. Ouais, c'est Pas très grave. C'est pas très grave. Et donc, les yogacaras, soit tantrika, madhyamika, vont considérer que la conscience n'a pas d'existence véritable. Donc là, c'est un revirement total. Ils vont dire en effet, conventionnellement, les phénomènes n'ont pas d'existence à l'extérieur de la conscience, ce qui les appréhende, mais ils vont dire que la conscience elle-même est vide d'existence véritable. C'est un pas supplémentaire. Ouais. ouais. Ok. Ok. Ça, c'est pas très grave. Okay. Mais alors, Oui. ces mecs-là, c'est l'autocognition qui fait l'expérience de l'ultime. C'est-à-dire que l'autocognition, elle fait l'expérience du conventionnel dans la dualité de l'émergence des deux choses, et elle ferait l'expérience de l'ultime si elle faisait l'expérience de la non-dualité. Exactement. En fait, l'autocognition ne fait toujours l'expérience que de la conscience elle-même, d'une certaine manière, mais dans certains textes, ils vont dire que l'autocognition, en effet, va être le témoin du fait que l'objet lui-même et la conscience sont une même entité. Voilà. Ouais. Donc, en effet, ils vont dire que l'autocognition va appréhender la conscience en train de réaliser le non-soi. Voilà. Exactement. Ou en train de réaliser la vacuité. Tout à fait. Ils vont expliquer ça comme ça pour dire qu'en effet, il faut que. Comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé le non-soi? Comment est-ce qu'un arya sait qu'il a réalisé directement le non-soi ou la vacuité? Ouais. Il faut qu'au moment où il réalise directement le non-soi ou la vacuité, qu'il ait une conscience qui s'établit elle-même. Il faut que l'autocognition prouve l'existence de cette conscience qui réalise le non-soi en temps réel. Ouais. Ouais. C'est là où on voit que pour eux, l'autocognition n'est pas nécessairement, comment dire, au moment où on a cette autocognition, elle n'est pas nécessairement une cognition valide. Elle est non dualiste et elle est non erronée, mais on pourrait dire qu'elle pourrait être comment dire, implicite dans ce cas-là. Elle pourrait être inattentive. C'est ça. Ouais. Parce que ça a l'air d'être un phénomène extrêmement caché, cette autocognition, en fait. Hein. Ça a l'air d'être un phénomène extrêmement caché, un petit peu comme ces moments de perception mentale directe, etc. etc. Mais bien sûr qu'il ne faut pas confondre cette autocognition avec la capacité de l'esprit de s'appréhender lui-même. C'est-à-dire qu'on a le Mahamudra, on a le Dzogchen, on a des techniques méditatives qui permettent à l'esprit de se réaliser lui-même. Donc ça, on est d'accord. Ça fonctionne. Mais il ne faut pas confondre le Dzogchen ou le Mahamudra avec l'autocognition des Chittamatras. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un texte qui était magnifique, je crois que ça s'appelait... comment ça s'appelait? C'était un texte de Manjushri Mitra, c'était en anglais, et il y avait l'introduction de Namkhai Norbu Rinpoche. Et dans cette introduction, il disait il ne faut pas confondre Sensam, donc le Chittamatra, et Semde, l'une des catégories du Dzogchen. Ce n'est pas du tout la même chose. En effet, on peut avoir des états méditatifs où la conscience s'appréhende elle-même, c'est tout à fait possible, mais en dehors de toute autocognition. Parce que l'autocognition des Chittamatra, c'est une autocognition qui existe véritablement, la conscience dont elle fait l'expérience existe véritablement, etc., etc. Et donc, c'est comme si la pointe d'une épée pouvait se trancher elle-même. C'est comme si le bout du doigt pouvait se toucher lui-même. Ouais. Et donc, c'est ça qui est totalement remis en question par Shantideva, par exemple, en particulier, bien sûr. Et par d'autres maîtres aussi, par Acharya Chandrakirti dans le Madhyamakavatara, etc., etc. Il y a tout un passage pour réfuter le Chittamatra aussi. Ouais.
C'est pourquoi, si on accepte le prasangika, on doit de toute façon réfuter une autocognition qui existerait en soi, de manière véritable, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait réfuter la possibilité pour la conscience de s'appréhender elle-même, pas du tout. Ça, c'est tout à fait possible conventionnellement. Ouais. Ça vous parle? Moi, je trouve que ça commence à expliquer un peu. Voilà. Oui. Et ça commence à expliquer. Non, enfin, tout ce que j'avais qui était obscur pour moi dans le Chittamatra, ça n'explique pas tout, mais voilà, ça m'ouvre une porte. Ouais. Ouais, ça aide beaucoup à comprendre après justement ces raisonnements qui sont employés ailleurs, justement dans le 9e chapitre de Shantideva, mais même dans un des commentaires de ce 9e chapitre, je crois que c'est dans Comprendre la vacuité, dans ce second commentaire qui dit en fait que ça rejoint les raisonnements qui sont donnés par Arya Nagarjuna. Et en effet, quand on regarde le chapitre 7 sur les composites, l'examen des composites, en effet, Acharya Nagarjuna fait face aussi à ce même type de raisonnement. La lampe qui s'éclaire elle-même, etc., etc. Et donc, il le réfute aussi. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ok, on a encore du temps. Ouais, c'est super. Qui résout tout, ok. Il n'y a que la conscience qui se révèle à elle-même. Donc pour eux, c'est vraiment fondamental. Et donc c'est pour ça, c'est choquant pour eux de voir Shantideva ou Arya Nagarjuna, etc., remettre en question cette autocognition qui existerait de manière véritable. Il n'y a que le jeu de la conscience. Et dans ce jeu, la conscience révèle les objets en même temps qu'elle se révèle elle-même. Les objets ne sont que le jeu de la conscience, exactement. C'est ce que dit aussi Kuntyan Jamyang Shepa dans son Dukta-Chamu, dans le gros bouquin, dans Maps of the Profound. Il dit qu'en effet, pour les Chittamatras, ce qui se manifeste à la conscience n'est pas de la conscience. Hein. Il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit soit de concepts, soit de formes, etc. Formes visuelles, auditives, olfactives, etc. etc. Donc, si c'est de la forme, ce n'est nécessairement pas de la conscience. Ouais. Une table n'est pas de la conscience, ouais. Ce n'est pas de l'esprit, mais c'est de la même entité que l'esprit. Donc, il est très, très clair là-dessus. Et aussi, je voulais revenir aussi sur ce type de perception. Si on a parlé des perceptions directes, chez les Sautrantika, ensuite on a parlé des Chittamatras, et à un moment donné, justement, Jamyang Shepa dit que les perceptions directes, pour les non-bouddhas, les perceptions directes sensorielles, par exemple, peuvent être non erronées. Mais il précise après que quand il parle de non erronées, ça veut dire dénué des facteurs d'erreur superficiels. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre voir un train qui bouge et avec le fait quand on est dans un train, c'est notre train qui bouge, mais on a l'impression que le train d'à côté bouge. Dans ce cas-là, c'est erroné. Non, mais là, on parle des conditions valides, en fait. Exactement. Mais même ces conditions valides, pour les Chittamatras, il y a une erreur profonde. L'erreur profonde du fait que les phénomènes semblent exister à l'extérieur, mais n'existent pas à l'extérieur. Donc, de ce point de vue-là, les perceptions directes sont nécessairement erronées. Ouais. Mais Jamyang Shepa dit qu'elles peuvent être non erronées dans le sens elles peuvent être dénuées des causes d'erreurs superficielles. Voilà, c'est ça qui est important à rappeler aussi. Ok, très bien. Donc du point de vue pratique, ça c'est très important de revenir à la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour adopter le regard Chittamatra? Comment est-ce qu'on fait pour se dessaisir de certaines crispations qu'on pourrait avoir au quotidien? Et donc le Chittamatra est très utile pour ça. Du point de vue pratique, lorsqu'on sort de la méditation, on voit les phénomènes comme reflets de sa propre conscience. Et quand on voit un être se mettre en colère, on le voit comme reflet de sa propre conscience. Donc il n'y a plus de haine, plus d'attachement, etc. Puisque tout n'est que le reflet de sa propre conscience. Et il n'y a donc plus de place pour des attitudes erronées. Le problème, aussi bien philosophiquement que pratiquement, c'est que si je vois tout le monde extérieur comme le reflet de ma conscience, qu'advient-il des autres personnes? Ce qu'il nous faut nous rappeler, c'est que la conscience est individuelle. Donc lorsque je vois les autres personnes, ce que je vois, c'est le corps des autres personnes, tel qu'il se reflète dans ma conscience. Et c'est le produit de ma conscience. Maintenant,
l'autre personne, elle, existe en tant que conscience séparée de moi, et cette conscience, elle est peut-être illuminée pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres qui sont sous l'emprise de l'ignorance. Donc en effet, c'est là où il va parler de ce texte de Acharya Dharmakirti, le Santanantara Siddhi Nama Prakarana, donc ce texte qui établit la possibilité d'autres courants de conscience, autres que le nôtre. Donc c'est important d'avoir ce texte-là pour éviter de se dire qu'on est en train de rêver les autres, que les autres n'existent pas en dehors de notre rêve. Donc ça, ce serait une erreur, ça ce serait du solipsisme. C'est-à-dire qu'on serait le seul à exister dans le monde et que le reste serait juste des projections de notre esprit. Et donc plus loin, Geshe Dreyfus dit que Acharya Dharmakirti ne fait pas la critique du solipsisme dans ce texte, l'établissement du courant de conscience des autres. Mais ce qu'il est en train de prouver, c'est que le Chittamatra, lui, n'est pas du solipsisme. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. Ok. Très bien. Maintenant, l'autre personne, elle existe en tant que conscience séparée de moi. Et cette conscience, elle peut être illuminée. Il y a des Bouddhas autour de nous. Donc, s'il y a des êtres qui sont éveillés, et s'il n'y avait qu'une seule conscience, la mienne, pourquoi est-ce que moi, je reste un non-éveillé alors que les autres seraient éveillés? Donc, s'il n'y avait qu'une seule conscience. Donc, il n'y a pas qu'une seule conscience. Ok. Donc, lorsque je développe la vue Yogacara, je peux développer la compréhension que ce que je vois est le reflet de ma conscience et néanmoins garder une place pour la compassion. Les autres consciences sont, elles, prisonnières de l'illusion des objets extérieurs. Donc, elles souffrent en raison de l'illusion des objets extérieurs, car il y a bien conscience séparée. La conscience de l'autre n'est pas ma conscience. Ouais. Ça vous parle? Ok, donc il faut qu'il y ait des consciences séparées. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une infinité d'êtres pour lesquels les Bouddhas veulent obtenir l'éveil pour les aider à se débarrasser de la souffrance. Ça, c'est vraiment fondamental. Ouais. Et donc, s'il n'y avait pas d'autres êtres que nous, ou que moi, si je suis en train de vous rêver, etc., à ce moment-là, quel est l'intérêt de vouloir développer bodhicitta dans ce cas-là? Il suffirait simplement que je souhaite obtenir le nirvana individuel, me débarrasser, moi, de mes propres problèmes, et c'est tout. Ouais. Mais alors, ces consciences séparées là dont il parle, ça rejoint le continuum de conscience des Prasanghikas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que les Chittamatra ne sont pas prêts à dire, en effet, qu'il n'y a qu'un seul être au monde, moi, et que les autres sont totalement imaginés ou totalement projetés, etc. Pas du tout. Le corps des autres, en effet, est projeté par les graines, etc. C'est-à-dire que les graines germent et on perçoit un corps, etc., qui apparaît en même temps que la conscience qui appréhende ce corps, ça, on est d'accord. Mais le corps, il est possédé par quelqu'un d'autre que nous. Ouais. Et donc, ce quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait sa propre continuité. Ouais. Nécessairement. Ouais. Et donc, on pourrait dire que oui, en effet, ça fait partie des causes et conditions qui peuvent faire germer nos graines à nous aussi. Ouais. Il en parle à un moment donné dans la suite. Il dit que les conditions extérieures entre guillemets, qui font que nos graines peuvent germer, non seulement, bien sûr, les conditions internes, ce sont nos propres afflictions, nos propres états d'esprit, nos pensées, etc. Mais il y a aussi, bien sûr, les interrelations avec des personnes qui sont à l'extérieur de nous. Et donc, ces interrelations peuvent ensuite engendrer des graines aussi. Des graines communes, des graines individuelles, comme dit Konkian Jamyang Shepa. Ouais. Ok, très bien. Donc, il y a encore une question qui est inaudible. La réponse, c'est il dit que ce que je vois n'est pas autre que moi, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas d'autre chose que moi. Ok. Donc, c'est très intéressant. Ce que je vois n'est pas autre que moi, n'est pas autre que ma conscience. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien d'autre que ma conscience. Ça, c'est très important. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Donc il dit, je pense qu'il parle de lui, il parle de Acharya Dharmakirti dans son traité. Il dit qu'il n'y a pas d'autres êtres, au pluriel, qui, eux, voient aussi. Le Yogacara admet la réalité de la conscience, mais n'admet pas la réalité unique de ma conscience. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas la conscience, mais la réalité des consciences. Le monde n'est pas mon monde, il est le monde des consciences. Ouais. Toutes les consciences de tous les êtres. Cela est d'autant plus fort qu'il n'y a pas de soi. Donc, ce n'est pas ma conscience et mon monde, mais le courant de conscience qui me constitue
et le courant de conscience qui vous constitue. Ce qu'il y a, ce sont les consciences et le monde tel qu'il est vu par ces consciences. Donc lorsque je vois quelqu'un, je vois son corps, et ce corps est le reflet de ma conscience, d'accord? Mais cette personne a également une conscience dans laquelle son propre corps se reflète. Elle a son propre continuum. Ouais. Cela explique comment je peux voir les choses d'une certaine façon et comment la personne peut les voir différemment. Néanmoins, il y a une certaine communauté de vues entre les êtres qui partagent un karma similaire. Ouais, comme on l'a dit, il y a des graines communes qui peuvent germer. La graine du fait d'être un être humain, Une espèce. l'espèce, les graines d'un même langage, etc. On partage le même langage, donc il y a des communications possibles, etc. Donc ça, ce sont des graines communes, et il y a des graines individuelles, comment nous, on ressent tel ou tel mot, tel ou tel monde, telle ou telle situation, etc. etc. Ouais. Ok, très bien. Il y a réelle communication. Ouais, ça veut dire que si on était chacun dans sa bulle, il n'y aurait pas possibilité de contacter les autres, d'avoir un langage, une communication avec les autres, puisque chacun aurait sa propre langue, en fait, d'une certaine manière. Et donc, parce qu'il y a communauté, il y a accord entre ce qui est dit. Ce qui garantit la communication n'est rien d'autre que le fait que nous agissons de certaines manières communes. Nous avons des cultures communes, des langages communs, etc., etc. Mais chez les prasangika, il n'y a rien d'autre qui garantisse la communication que le fait que nous agissons de façon commune. Chez les prasangika, c'est plus subtil. Sur le plan de la causalité, c'est le karma qui produit l'accord pour les Chittamatrins. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit cet accord? Non, à part le fait que l'on fait les choses d'une certaine façon en commun. Non, je crois qu'il parle toujours des prasangika, ok. C'est suffisant pour expliquer que la communication marche et cela peut se faire aussi bien dans un cadre yogacara que madhyamika, ok. L'explication est différente, mais ce fait-là demeure. C'est-à-dire que les prasangika, autant que les chittamatrins, vont dire, ok, il y a des passerelles d'un individu à l'autre, il y a des choses qui sont communes, en effet. Et donc, les deux écoles vont être d'accord par rapport à ça. Mais sur le processus, d'où est-ce que ça vient? Les Yogacaras vont dire bah, tout vient de la conscience, forcément, parce que pour eux, c'est la source de la réalité. Les Prasangika vont dire tout vient de l'aspect purement conventionnel. La convention nominale, quoi. Ouais, exactement, tout à fait. Et donc, on revient à ce texte-là, justement. Acharya Dharmakirti a consacré un texte qui s'appelle Établissement du continuum des autres, Samtanantara Siddhi, qui n'est pas une réfutation du solipsisme, théorie philosophique idéaliste qui soutient que rien n'existe en dehors de la pensée individuelle, et que tout ce qu'on perçoit n'est qu'une sorte de rêve, comme cela est parfois traduit, mais une démonstration que les yogacaras n'impliquent pas le solipsisme, que le solipsisme n'est pas une conséquence nécessaire de la doctrine du yogacara. Ouais. Ok. Très bien. Le solipsisme, c'est l'idée que le monde est mon monde. C'est une idée qui n'est pas trop éloignée de celle des yogacaras, puisque tout ce que je vois n'est que le reflet de ma conscience. Il semble donc que l'on pourrait pouvoir dire que le monde est mon monde, mais ce n'est pas le point de vue yogacara. Ce n'est pas mon monde, mais le monde des consciences, ouais. L'interrelation des différents êtres, etc., etc. C'est nécessaire qu'il y ait ça. Acharya Dharmakirti dit que si on accepte les objets réels, la façon dont on sait que les autres existent, c'est en inférant le fait qu'ils sont des êtres vivants en raison de leur comportement, de leurs réactions, etc. Et cette inférence peut se passer aussi bien dans le cadre de l'existence d'objets extérieurs que dans le cadre d'objets qui ne sont que le reflet de ma conscience. Quand je perçois les autres, le corps des autres que je perçois est réflexion de mon esprit. Cette réflexion de mon esprit a besoin, on s'en souvient, d'une double causalité pour exister. Les graines et les conditions extérieures, notamment l'existence d'autres êtres. Donc c'est ça les conditions extérieures. À un moment donné, il en a parlé au début du chapitre, il parlait de conditions extérieures et il disait qu'en fait, ça se ramenait à des conditions intérieures. Parce que les conditions extérieures, c'est les autres êtres, mais les autres êtres, pour eux, tout ce qui se passe n'est que intérieur, dans leur contexte à eux. Donc c'est pour ça, en fait, d'une certaine manière, tout rejoint l'intérieur. Donc, tout ne se résout pas en ma conscience, mais tout se résout en les consciences, en la multiplicité des consciences. Ouais? Ça vous parle? Oui, enfin, cette multiplicité des consciences, c'est cette histoire d'Alaya Vijnana, non?
Alors, pour les yogacaras qui suivent les écritures, il y a la Laya Vijnana, en effet. Il y a le dépôt des graines, ouais. L'entrepôt des graines. Mais pour les autres, pour les Chittamatrins qui suivent le raisonnement, à la suite de Acharya Dharmakirti et Dignaga, il n'y a que les 6 consciences, les 6 collections de conscience. Ouais. Mhm. Donc, les Chittamatrins qui suivent les écritures sont les seuls parmi toutes les écoles bouddhistes à considérer qu'il y aurait 8 consciences. C'est les seuls. Ils sont vraiment minoritaires. Ouais. Mhm. Il y a Dzogchen aussi, d'ailleurs. Ouais. Et les Yogacaras, Swatantrika, les Yogacaras, il faudrait que je vérifie, j'ai un doute là maintenant. Yogacara, Swatantrika, je crois qu'il n'accepte que 6 consciences, il faudrait quand même vérifier. Ouais, j'ai un doute. Ok, j'essaierai de régler ce doute-là pour la fois prochaine, pour vendredi prochain. Merci à tous, franchement, c'est magnifique parce que c'est pas si évident. Et vous avez été très attentifs. On essaye. Et ça commence un peu à Ouais. s'écrire. Ah, c'est exactement le but de tout ça. Donc, c'est mon rêve secret, c'est de faire en sorte que tous mes bavardages n'ajoutent pas à la confusion, mais qu'au contraire, ça puisse clarifier les choses. Donc, si c'est le cas, alors là, c'est gagnant-gagnant. On est tous gagnants. Et ça permet d'accumuler énormément de mérites. Donc, on peut les dédier à la longue vie des grands maîtres comme Sainte Dalai Lama et à l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci beaucoup. Et donc, à vendredi prochain, même heure, on essaiera de poursuivre là-dessus. Et j'essaierai de corriger, de résoudre ce doute par rapport au Yogacara pour les 8 consciences. OK? Merci beaucoup et à tout à l'heure pour les révisions. Salut. Merci. Au revoir. Madame. Bonne journée. Ciao, ciao. Bonsoir à vous. Alors. Merci, salut Bruno. Bonsoir à vous. Merci, Bonsoir. bonne journée à toi. Au revoir. Salut. Au revoir.